Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement un peu vous présenter et dire pourquoi il y a donc aujourd'hui une soirée ou une conférence plutôt de soutien à Julian Assange? Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un journaliste citoyen. Ça veut dire que mon revenu gagne-pain n'est pas le journalisme, mais mon activité militante, c'est du journalisme depuis environ 40 ans. Journaliste citoyen parce que je considère être au service de la population et pas au service d'intérêts financiers. Voilà. Et quant à cette soirée, elle est faite dans le cadre d'une tournée là, dans la région qu'on a organisée, qui ont été organisées par l'association Citoyen, pour informer sur le cas de Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks. D'abord, Julian Assange a été présenté auprès de l'opinion publique comme un sorte de hurluberlu qui aurait fait des choses un peu illégales et dont la réputation a été ternie par la presse institutionnelle. Tout a commencé environ l'an 2010 lorsque Wikileaks, l'organisation qu'il a fondée, a fait des révélations sur des crimes de guerre commis par les Américains, notamment en Afghanistan et en Irak. Quant à Julian Assange, lui, c'est un figure important du mouvement cypherpunk, qui est un mouvement qui se fait l'avocat de la transparence des pouvoirs et du droit aux citoyens à la vie privée, c'est-à-dire un peu en inversant l'état actuel des choses, considérant que c'est au pouvoir d'être transparent et pas aux citoyens d'être transparents. Et la tendance de plus en plus confirmée, affirmée, des pouvoirs d'agir de façon opaque est quelque chose qui doit être combattu au nom de la démocratie. Et que partie intégrante de la démocratie, un élément intégrant, c'est le droit à l'information. Savoir comment les rouages de l'État fonctionnent, quels sont les véritables événements qui ont lieu et pas ce qu'on nous raconte. Et à ce titre, il a cartonné avec son organisation en 2010 qui a fait la une de tous les journaux de la planète. C'était devenu une superstar d'une nouvelle forme de journalisme, mais très vite, l'industrie de l'information s'est retournée contre lui quand, je crois, quand elle a réalisé qu'une petite organisation comme Wikileaks avait fini par les ridiculiser en termes de démonstration que l'information pouvait aller bien au-delà de ce qu'on nous présentait euh, de façon officielle. C'est-à-dire que derrière les coulisses, il y avait beaucoup plus de choses à savoir, beaucoup plus de choses cachées que de choses en réalité révélées. Et que d'un seul coup, tout le monde, dans les sphères du pouvoir, des pouvoirs corrompus notamment, ont réalisé que Wikileaks constituait une sorte de danger existentiel pour eux. Justement, je vous entends employer ce mot-là, Wikileaks. C'est quoi en fait Wikileaks? Wikileaks, c'est un site qui appartient à une maison d'édition qui s'appelle Sunshine Press. Ça veut dire, je précise ça pour dire que ça n'a rien de secret. C'est pas une organisation de hackers anonymes ou je sais pas quoi, qui est basée à Reykjavik en Islande, euh, qui ont donc un site qui s'appelle Wikileaks. Alors le nom, leaks, fuite, wiki, qui est un terme de geek informatique qui veut dire travail contributif, collectif. L'idée à l'origine était d'offrir un site qui révélerait, qui utiliserait les possibilités technologiques du 21e siècle, l'Internet notamment, pour publier des documents en masse, pas simplement les bonnes feuilles comme on le faisait jusqu'à présent dans la presse écrite. Et qu'à partir de ces publications en masse, avec un moteur de recherche, avec un classement thématique, etc., offrir à la population, aux journalistes, aux historiens, la possibilité de mener eux-mêmes leurs propres investigations à partir de documents officiels, avec des sources originelles issues du pouvoir lui-même. Donc ça, c'était l'explication du nom. Donc Wikileaks, c'était un site original à l'époque, et qu'il est toujours, en fait, qui n'a jamais été égalé, qui offrait une particularité, c'est d'offrir l'anonymat aux lanceurs d'alerte. Ça, c'est un élément important parce qu'un lanceur d'alerte, d'abord, il faut qu'il ait le courage de révéler ce qu'il voudrait révéler, mais qu'il y a des risques de perdre son emploi ou d'être harcelé au travail, pour certains de perdre leur vie. Donc on est dans une cour ici où s'activent des gens très dangereux. On est en train de parler de crimes de guerre, de choses sérieuses. Donc l'idée était de leur offrir l'anonymat pour pouvoir justement leur offrir la sécurité et aussi les encourager à révéler. Et ça a marché. En fait, ça a dépassé toutes leurs espérances, puisque Wikileaks, au moment où je vous parle, nous sommes en 2022, Wikileaks a publié plus de 10 millions de documents en Oui, 10 ans. d'accord, donc on est sur des grosses masses de documents. Et On n'a jamais vu jusqu'à présent. On est passé à un niveau supérieur de l'art de révéler. et justement, est-ce qu'on peut dire que Julian Assange a sacrifié sa vie? Euh, D'une certaine façon, je pense qu'on peut le dire, parce que dès 2010, avant même
que le plafond, le toit ne s'abatte sur lui, ne tombe sur lui, que la répression ne soit déclenchée. Il avait dit une phrase approximative qui était ils me poursuivront jusqu'au bout de la terre, mais j'ai une mission à mener, je dois la mener au nom du droit du public à savoir. Et alors justement, qu'est-ce qui lui est arrivé à Julian Assange? Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment et qu'est-ce qu'il encourt comme dégâts, comme conséquences de révéler des informations comme des crimes de guerre? Bah, la première chose qui lui est arrivée, c'est dans le cadre d'une stratégie qui avait été concoctée en haut lieu dans les services de renseignement américains, c'est détruire sa réputation. Faire en sorte que la confiance en Wikileaks et dans leurs révélations s'estompe auprès de l'opinion publique. La deuxième opération a consisté en fait à faire disparaître le personnage tout simplement en ne parlant plus de lui, en ramenant son affaire à une sorte de fait divers d'un gars qui aurait eu des actes répréhensibles, un gars qui aurait agi de façon inconsidérée. Tout ceci est une invention en fait, si on reprend déjà l'historique dans l'ordre chronologique. En fait, il a payé très cher son service au droit de savoir du public. Donc il y a eu une opération de destruction du personnage, de sa réputation, qui s'est poursuivie pendant 10 ans à peu près, jusqu'au moment où ils ont réussi à lui mettre physiquement la main dessus, après des différentes tentatives, et les Américains ont sorti leur grand jeu, qu'on voyait venir, qu'on savait aller venir, puisqu'il y a eu des fuites auprès de Wikileaks, on connaissait la stratégie, mais il n'a pas pu y échapper, qui consistait en fait à tenter de l'inculper, de briser en fait le cycle de révélation de Wikileaks et de faire en sorte que ça serve de leçon à tous ceux qui tenteraient de faire la même opération. Donc les Américains, le département de justice américain qui a longtemps hésité à poursuivre un éditeur reconnu mondialement, primé par quarantaine de prix, je crois que c'est le journaliste le plus primé du XXIe siècle, prix journalistique, ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'inculper pour espionnage. Alors derrière le terme espionnage que tout le monde brandit comme ça, que le département de justice tentant de faire croire que Julian Assange et Wikileaks auraient fait quelque chose au-delà du travail de journalisme d'investigation, ils auraient espionné. Mais en réalité, lorsqu'on examine les 17 chefs d'inculpation relatifs à l'espionnage, on enlève le titre de le chef d'inculpation, on regarde les faits reprochés. Lorsqu'on lit les faits reprochés, en fait, ces faits ne font que décrire une journée de travail ordinaire d'un journaliste d'investigation. Ce que les États-Unis viennent de faire, en fait, c'est de tenter de criminaliser le journalisme d'investigation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment la justice britannique est d'accord avec ça, puisque pour l'instant, et au moment où je vous parle, Julian Assange est considéré comme extradable vers les États-Unis pour ces actes-là. Et qu'est-ce que ça signifie justement qu'il est en extradition, je crois que c'est ça, des États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour lui? Ça, pour lui, s'il est extradé vers les États-Unis, nous connaissons cette procédure, nous connaissons le tribunal qui va le juger, entre guillemets. Il s'agit d'un tribunal basé dans l'Est de Virginie, situé à quelques mètres du siège de la CIA et de tous les services de renseignement. Ça veut dire que le jury sera composé d'employés des services de renseignement américains. C'est un tribunal qui a toujours condamné tous les gens qui en sont passés devant, donc aucune chance de s'en sortir. Et il risque potentiellement 175 ans de prison, puisque pour l'instant, c'est ce que les Américains le menacent. Et encore, c'est la théorie, parce que les Américains connaissent parfaitement la technique qui consiste à dire je t'inculpe pour un certain nombre de chefs d'accusation, et au dernier moment, je peux en rajouter. Et donc justement, donc en ce moment, Julian Assange est en prison, pour bien comprendre. Il est en prison en ce moment ou il circule, il est en liberté? Julian Assange est plus qu'en prison. Il est en préventif, en attendant d'être inculpé pour quelque chose, puisque c'est en cours. Il est donc en préventif dans une prison de haute sécurité, Belmarsh, près de Londres, qui est appelé souvent le Guantanamo britannique. Donc c'est un cas unique au monde, en tout cas dans le monde occidental. Je ne sais pas ce qui se passe dans les pays du tiers-monde ou ailleurs, mais qu'un journaliste soit inculpé, enfermé en préventif dans une prison de haute sécurité, c'est du jamais vu. Ce qui fait qu'il y a une sorte de traitement un peu bizarre de son cas. Il est en préventif, mais il ne bénéficie pas des droits d'un prisonnier en préventif, c'est-à-dire contacter ses avocats, interchanger avec eux pour pouvoir préparer sa défense. Il est traité comme un prisonnier condamné, dangereux prisonnier condamné, dans une prison de haute sécurité. Et en plus, sous prétexte qu'il est dans une prison où il y a des gens extrêmement dangereux, il est mis en isolement 23h30 par jour.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un prisonnier politique? Il faut le dire, c'est pas qu'on peut le dire. Et il n'y a aucun. Amnesty International qualifie son emprisonnement de politique, son procès de politique, et tout le monde qui connaît l'affaire dit que c'est purement politique. Les faits reprochés sont d'ordre politique. Donc ne pas le considérer comme politique, c'est de faire preuve de beaucoup de mauvaise foi ou d'être un journaliste du mainstream. Est-ce que vous diriez que justement le journalisme d'investigation, en tout cas qui cherche à révéler des infos qui peuvent déranger, est en danger aujourd'hui? Est-ce qu'il régresse ou est-ce qu'on est dans une phase avec le cas de Julian Assange où on n'arrive pas à franchir des étapes et on n'arrive pas à progresser sur ce droit? Est-ce qu'il est, il est encore en danger aujourd'hui ou vous notez peut-être une amélioration par rapport au XXe siècle? Non, grave danger. Grave danger, d'ailleurs on le note à tous les points de vue. Wikileaks par exemple, le nombre de fuites, il y a un effet de paralysie qui s'opère à travers le monde puisque cette action menée actuellement entre les États-Unis et l'Angleterre, un, criminalise le journalisme d'investigation, ça je l'ai dit, mais deuxièmement, fait fi des frontières. Julian Assange n'a jamais été sur une juridiction américaine. Il a opéré, il vivait à Paris, il opérait à Londres à cette époque-là. Son entreprise Sunshine Press se trouve à Reykjavik. De quoi se mêlent à la limite les Américains si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que si on imagine par exemple qu'ils avaient publié des crimes de l'armée chinoise et que la Chine demande son extradition, on rirait au nez de la Chine. L'idée ne fleurait même pas les esprits qu'on puisse l'extrader. Et là, on est exactement dans le même cas. Mais là, ça marche, c'est l'extraterritorialité. Donc si vous faites fi des frontières, et c'est ça qui protège un journaliste d'investigation, en gros, quand un journaliste australien fait une enquête en Indonésie, il le publie à Sydney, en Australie, et pas à Jakarta. Donc, ce qui protège un journaliste d'investigation, c'est aussi les frontières. Maintenant, si vous faites fi des frontières, vous faites fi du journalisme d'investigation, surtout si vous criminalisez les actes ordinaires d'un journaliste d'investigation. Le danger, il est clair. Il est clair, c'est qu'on peut maintenant, si ça devient de la jurisprudence, s'en prendre à n'importe qui à travers la planète qui oserait franchir des lignes rouges. Les lignes rouges étant déterminées par qui? Pas par la vox populi, pas par la démocratie, pas par les gens, par les pouvoirs en place. C'est-à-dire que ceux qu'on est censé contrôler décident ce qu'on est censé savoir sur eux. C'est de l'antidémocratie à l'état pur et c'est de l'anti-information à l'état pur. Donc le danger, il est là. C'est que ceux qui se rendent coupables de crimes décident ce qu'on a le droit de révéler sur eux ou pas. Et est-ce que vous diriez que les démocraties occidentales, et notamment les États-Unis, sont en train de malmener justement cette liberté d'expression avec le cas de Julian Assange? Est-ce que les États-Unis, on peut encore dire que c'est une vraie démocratie occidentale parfaite, entre guillemets? Non, bien sûr que non. Il s'attaque au fondement même de la démocratie, qui est l'information. Si vous n'êtes pas bien informé, vous ne pouvez pas mener une vie démocratique normale. C'est des phrases de Julian Assange qui fait d'ailleurs une relation très étroite entre l'information et la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans information et que l'unité de mesure de la démocratie, selon lui, c'est la quantité d'informations qui circulent librement. Après, c'est pas forcément le seul critère, mais est-ce que pour lui, ça passe avant les autres critères, comme par exemple d'autres formes de liberté ou le vote, des suffrages comme ça universels? Ben, bien sûr que ça passe avant, parce que vous votez en fonction de ce que vous savez, donc en fonction de l'information que vous avez. C'est-à-dire que tout ce que vous faites est issu de l'information que vous avez reçue, de votre vision du monde. Si votre vision du monde est incohérente, incomplet ou incorrecte, vos décisions sont incohérentes, incomplètes ou incorrectes. Donc tout part à partir de l'information. Point barre. Sans information réelle, il n'y a pas de démocratie, sinon une démocratie de façade ou pervertie. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que, par exemple, des grands milliardaires qui prennent en main certains médias, comme Twitter ou d'autres médias, malmènent justement, en tout cas, ou peut-être que ça aggrave le danger de la liberté d'expression? Est-ce que Julian Assange ferait ce même constat, où les réseaux sociaux sont peut-être une porte vers une nouvelle forme de liberté d'expression? Tout ça relève, à mon avis, d'un malentendu sur ce qu'est l'objectif de ces milliardaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevalier blanc qui nous sauvera de l'information. L'information, soit il est vu comme une valeur marchande, une marchandise, soit il est vu comme un droit humain. S'il est vu comme une marchandise, et ce qui est généralement le cas des milliardaires, puisqu'ils vendent de l'information, l'information sera prise forcément dans le piège de la marchandisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans le cadre d'un modèle économique, la valeur marchande de la vérité est quasi nulle.
La valeur marchande du mensonge est quasi nulle, mais entre les deux, la vérité exige du temps, donc de l'argent. Donc d'un point de vue capitalistique pur, le mensonge est plus rentable que la vérité. Enfin, dans la région, c'est uniquement un sous-ensemble de conférences que j'essaye avec quelques amis de faire à travers toute la France, y compris chez les individus. On va jusque dans le domicile des gens, faire une sorte de réunion de tupperware pour informer les gens sur Assange. C'est un acte pas désespéré, mais déterminé de faire en sorte de rétablir la vérité et d'alerter les gens sur le sort de Julian Assange comme personne, de Wikileaks comme organisation et de notre droit de savoir comme concept. Les grands médias ne veulent pas nous informer, puisqu'ils ne veulent pas nous informer, on ira informer nous-mêmes les gens. Vous en voulez évidemment aux grands médias qui font pas la lumière sur Julian Assange. Les grands médias se sont comportés comme des crapules dans cette affaire. Ah oui, d'accord. Et ok. Non, réellement comme des crapules. Ils ont réécrit l'histoire, y compris ceux qui ont travaillé avec Assange. Ils connaissaient parfaitement l'histoire. Et pour se dédouaner, pour s'en éloigner, pour éviter les éclats d'obus des bombes qui allaient tomber sur Assange, ils se sont retournés, l'ont pointé du doigt et ont essayé de s'en distancer et de l'accuser de choses qu'eux-mêmes parfois ont faites et de répandre des légendes urbaines. Là, il y a une semaine, il y a 5 grands journaux qui ont collaboré avec Wikileaks en 2010, qui ont fait une tribune commune pour demander l'abandon des accusations par le département de justice américain contre Assange. C'est bien. Ils l'ont fait, avec 10 ans de retard, et 2, dans une petite tribune de quelques paragraphes, ils ont réussi à coller 4 contre-vérités. Donc apparemment, ils connaissent soit mal l'affaire, soit ils ne sont pas curieux pour le connaître, soit ils font exprès de continuer à désinformer. Il y a des allusions dans leur tribune. En gros, la défense de Julian Assange consiste pour eux de dire, malgré ce qu'il a fait, il ne mérite pas d'être extradé. Et le malgré est déjà de trop ici. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si c'était mauvais de diffuser des informations. C'est comme s'ils se positionnaient sur une position très morale, de dire en tant que journaliste, on est obligé de se prononcer contre son extradition, mais quand même, ce qu'il a fait Julian Assange fait qu'il n'est pas des nôtres. Alors que je rappelle que c'est le journaliste le plus primé de prix journalistique, pas de prix de beauté, on est d'accord. Quand je dis de prix, c'est prix journalistique. Qu'il a sa carte de presse, etc. Et qu'il est défendu d'ailleurs par tous les syndicats de journalistes en France, les 2 syndicats principaux, SNJ et SNJ-CGT, par le syndicat de journalistes britanniques, par le syndicat de journalistes australiens, par la Fédération internationale de journalistes, par Reporters sans frontières. L'alignement des ONG qui défendent Assange est quand même impressionnant. J'ai quasiment du jamais vu en ce qui me concerne sur un cas particulier comme celui-là. Mais la grande presse, la presse institutionnelle, le mainstream, a fait en sorte d'isoler Julian Assange de l'opinion publique, malgré le soutien qu'il reçoit de partout dans le monde, y compris de chefs d'État, de tout ce qu'on peut imaginer en fait. C'est un cas que j'ai jamais vu, moi, de toute ma carrière, si je puis dire, de militant, une telle opposition entre le soutien formel qu'il reçoit de la part d'ONG plus que respectable et reconnu par la presse elle-même, d'habitude, et le silence qu'ils imposent à ce cas, malgré ce soutien. Ils essaient de leur amener une sorte de fait divers pour désintéresser les gens de cette affaire, alors qu'il s'agit de l'affaire de presse la plus importante de notre vivant, selon John Pilger, un journaliste ultra primé. Julian Assange, pour tenter d'éviter cette opération d'extradition vers les États-Unis, d'ailleurs mal nommée, extradition, parce que quand on extrade quelqu'un, c'est pour le renvoyer vers un pays où il a été condamné pour effectuer sa peine, ou de le renvoyer vers un pays où il est accusé de quelque chose pour être jugé. Donc je répète, Julian Assange n'a pas été condamné, n'a jamais été sous une juridiction américaine. Donc l'extradition, à mon avis, est un terme technique un peu trop facilement utilisé. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement avec des formes, parce qu'on est quand même dans des pays entre guillemets civilisés. Mais sur le plan technique, c'est l'équivalent de lui mettre une cagoule sur la tête, de le jeter dans le coffre d'une voiture et de l'emmener sur un terrain vague. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, à partir de là, il y a un traitement qui lui est fait qui a été assimilé à de la torture par les enquêteurs de l'ONU, torture psychologique dont les effets seront probablement irréversibles. Donc, on a en plus affaire à un journaliste en préventif dans une prison de haute sécurité, le plus primé du XXIe siècle, qui a fait l'objet de torture psychologique. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour en faire un cas qui devrait faire la une des journaux? Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Donc, il est maltraité. Il a été d'abord
mis dans résidence surveillée en Angleterre pendant pratiquement un an. Et quand il a compris qu'il ne gagnerait rien devant les tribunaux britanniques qui étaient arc-boutés dans leur complicité avec les Américains, dans l'intention de l'extrader, il est allé se réfugier à l'ambassade d'Équateur à Londres pour tenter de demander l'asile politique, ce qu'il a reçu d'ailleurs, et sur des bases, purement sur les bases de son dossier juridique. D'accord ? Les Équatoriens étaient formels là-dessus. Ce n'est pas pour des raisons politiques qu'on lui a accordé l'asile, mais à cause, au vu de son dossier. Donc il lui a accordé l'asile politique. Malheureusement, l'ambassade d'Équateur est une toute petite ambassade de 77 mètres carrés comme ça, etc. Donc Assange a vécu dans des conditions très difficiles qui ont duré en fait 7 ans sans voir la lumière du jour, puisque l'ambassade se trouvait dans une petite ruelle derrière un grand magasin. Et il ne pouvait pas sortir parce que l'ambassade était entourée en permanence de policiers anglais qui menaçaient de l'arrêter, alors qu'il était toujours accusé de rien. Et finalement, quand il y a eu un changement de pouvoir en Équateur, le nouveau président qui s'est vendu corps et âme aux États-Unis, en échange d'un prêt du FMI, a résilié l'asile de Assange, de façon anticonstitutionnelle d'ailleurs, sans en référer au Parlement ni rien. Et Assange donc a été extrait physiquement, enlevé par la police britannique et tout de suite placé dans une prison de haute sécurité en isolement. Et à partir de là, sa santé n'a fait que se dégrader. On a vu Julian Assange lors d'audiences techniques ne pas se souvenir de sa date de naissance ou avoir du mal à s'en souvenir, y compris de son nom. On l'a vu faire une attaque cérébrale en direct lors du procès en appel, sans que cela provoque la moindre vague dans le tribunal, sans que les juges se posent la moindre question de ce qu'il arrive à ce journaliste qui a été confié à l'institution pénitentiaire britannique, ce qui me fait dire qu'il y a une véritable volonté ou une indifférence totale à son sort, c'est-à-dire que la haine de l'appareil judiciaire britannique, en tout cas, a prouvé que le sort de Julian Assange leur importait peu et que ses souffrances avaient apparemment l'air de leur plaire ou de leur convenir. Il est en train d'être puni par la procédure avant même d'être puni par les 175 ans de prison qu'on lui promet. On n'est pas loin de l'Inquisition, là. D'une façon un peu moderne et civilisée, mais c'est ça en fait. C'est un battant, Assange, c'est un battant. Il a aussi un enfant avant les deux petits en France. Hein. Il vivait en France à l'époque, hein, quand il était arrêté en Angleterre. Wikileaks a été fondé en bonne partie par des Français en France. Hein. Il y a un lien organique entre Wikileaks et la France, ça tombe pas du ciel comme ça. Quant aux lueurs d'espoir, moi personnellement, j'essaye de rester la tête la plus froide possible parce que pour avoir participé à des combats similaires, une affaire ancienne qu'on appelait dans la presse l'affaire des 5 de Miami, pour ceux que ça intéresse, cherchons sur Internet, il y avait beaucoup de parallèles entre les 5 de Miami et l'affaire Julian Assange. Je sais, entre guillemets, ce qu'il faut comme niveau de mobilisation pour empêcher que l'Empire se venge sur les héros. Et je crois qu'on est loin de cette mobilisation. En réalité, l'objectif initial de toute cette opération consistait à vouloir effacer le souvenir même de Julian Assange de l'opinion publique, de Wikileaks, et de le faire juste disparaître dans un trou noir qui s'appelle les Supermax, les prisons Supermax américaines. Mon objectif à moi, de faire en sorte qu'il ne parte pas dans le silence. Déjà, je pense que j'aurais gagné mon petit bagarre à moi. Le sauver, je ne sais pas si j'ai les épaules assez larges. De toute façon, ce n'est pas moi qui le sauvera, c'est nous qui le sauverons. Pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Il ne tient qu'aux autres et à tous ceux qui nous écoutent de nous rejoindre pour essayer de faire en sorte de le sauver. Des livres et des documentaires qui sont disponibles peut-être sur... Alors comme documentaire, il y a le documentaire qui nous sert d'appui, de base de travail pour les tournées que nous faisons depuis un an, hein, à travers toute la France. C'est Hacking Justice, qui a été distribué en France par les Mutins de Pangée, heureusement. Une enquête qui s'est étalée sur 9 ans, qui est probablement le seul documentaire que vous verrez du point de vue de Wikileaks. Ce n'est pas un de ces documentaires rassemblés, bricolés à la hâte par des journalistes qui n'y connaissent rien. Récemment est sorti un autre documentaire tourné par le frère de Julian Assange, qui est cinéaste, qui s'appelle Ithaca, qui en fait suit le combat de la famille de sa femme, Assange, et de son père, John Shipton, dans leur combat contre cette institution, ce monstre qui s'appelle le département de justice américain et le gouvernement américain,
qui a été primé d'ailleurs au Festival de Soho du prix du public et du meilleur documentaire de l'année. Donc on espère trouver un distributeur pour ça. Et pour les livres, vous avez un livre incontournable qui s'appelle L'affaire Assange, laconiquement, qui a été rédigé par le rapporteur spécial des Nations Unies, qui a consacré, au-delà de son compétence professionnelle normale, il s'est engagé personnellement parce que cette affaire lui a paru tout à fait exceptionnelle, tout à fait scandaleuse. Et pourtant, c'est quelqu'un qui s'y connaît en affaires scandaleuses. C'est le rapporteur des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements. Donc imaginez qu'il soit scandalisé par ce qui arrive. Il devrait être plus que blasé, mais non. Et il a sorti un livre aux éditions critiques qui s'appelle L'affaire Assange. Vous avez aussi un livre qui porte le même titre que le documentaire qui s'appelle Hacking Justice, le livre, qui est un recueil des meilleurs articles que nous avons trouvés à l'époque sur l'affaire Assange, publié par différents journalistes à travers le monde, toujours distribué et publié par les Mutins de Pangée. Et enfin, vous avez un livre de Karen Sharp qui s'appelle Julian Assange parle, qui est une traduction d'un ouvrage américain Julian Assange in his own words, qui en fait est un recueil non pas de citations, parce que c'est plus que des citations, c'est des extraits d'interviews, des extraits d'articles, qui consistent à redonner la parole à quelqu'un qu'on a bâillonné depuis 4 ans, dont on n'a pas vu une photo ni entendu une parole depuis 4 ans. L'idée, c'est de dire, puisque Julian Assange ne peut pas parler, on va lui redonner la parole en réimprimant ses paroles et en les distribuant. Et on va découvrir d'ailleurs la profondeur de la pensée de Julian Assange. C'est quelqu'un qui était un vrai intellectuel, qui avait une vraie réflexion sur l'information, les médias et la démocratie. Je reviens sur la mobilisation. Selon vous, pourquoi aussi peu de mobilisation sur cette affaire ? Parce qu'on se bat contre les médias institutionnels, qui ont fait un travail magnifique pour déjà dégoûter les gens de Julian Assange. Souvent, quand on leur parle de Julian Assange, la plupart, c'est qui c'est déjà. Les autres, c'est « Ah oui, c'est le mec qui a violé des femmes », etc. Donc, la mobilisation est faible parce que l'opération d'oubli a failli réussir. On est en train de revenir de très loin, d'un trou. On est au fond du puits et on a commencé à grimper, mais on n'est pas encore sorti du puits. Donc aucune confiance en Wikipédia qui diffuse des informations sur des viols peut-être de Julian Assange ou d'autres sites sur des informations de problèmes par rapport à Julian Assange que j'ai vu. Écoute, ça fait longtemps qu'on sait que les pages de Wikipédia sont manipulées lorsqu'il y a des enjeux véritablement politiques. Tu peux faire confiance à Wikipédia pour te parler des tombes de Toutankhamon en Égypte, mais que lorsqu'il s'agit de Julian Assange ou de la guerre en Syrie ou des choses comme ça, on sait qu'il y a des personnages qui sont attitrés pour venir mettre leur grain de sel, etc. et bidouiller les pages en fonction de desiderata de certains. Donc, si vous voulez connaître l'affaire Assange, il faut voir le documentaire, il faut lire les bouquins que j'ai cités, qui sont le résultat d'enquêtes, et pas de on-dit, et pas de rumeurs, et pas de légendes urbaines. D'accord, ok. Merci. Merci. Merci Victor.